Bonjour tout le monde. J'attends un petit peu pour que tous les participants nous rejoignent. Sinon, je m'appelle Laura Sprague. Je travaille chez UNAIDS et c'est un grand plaisir de modérer ce webinaire aujourd'hui. J'aimerais vous souhaiter tous la bienvenue. Je vois beaucoup de gens. C'est très bien de vous voir ici. Et avant de commencer, j'aimerais remercier International AIDS Society qui a organisé ce webinaire. Ça sera un webinaire excellent. On a un merci spécial à l'équipe Heart of Stigma de l'IAS. Très rapidement, parce que nous n'avons qu'une heure ensemble, et un excellent groupe d'orateurs et de panélistes. Ce que j'aimerais dire très brièvement, c'est que la séance d'aujourd'hui porte spécifiquement sur passer des éléments de preuve au plaidoyer, des données à l'action, comment les communautés utilisent le plaidoyer axé sur les preuves pour réduire la stigmatisation et la discrimination. Et cela va démontrer comment les communautés, les gens, les réseaux des personnes vivant avec le sida, les femmes vivantes avec le sida, comment les réseaux de femmes vivant avec le sida travaillent et nous et, travaillent pour réaliser les cibles 10-10-10 pour avoir un monde, un aime de pénalisation et aussi les cibles 60 qui indiquent que les communautés, ça veut dire les populations clés, les jeunes et les femmes et le réseau doivent être soutenus pour diriger 60% des activités de plaidoyer. Donc, c'est vraiment de voir en termes concrets comment les communautés participent dans ces activités. Donc, nous allons passer directement à la diapo suivante et je vais vous dire qui sont les panélistes d'aujourd'hui, les orateurs et les panélistes. Nous avons Marine Murenga, qui est pionnière d'un mouvement des jeunes femmes vivant avec le sida au Kenya et une militante pour mettre fin au VIH pédiatre, exécutive exécutrice de TB Women Global. Elle est membre du conseil de AS Mentor, un membre du faculté du, du projet de l'IAS. Bienvenue. Nous avons aussi Adama Ouedraogo, psychologue et coordinateur du réseau national des associations des gens vivants et affectés par le VIH au Burkina. Il a 15 ans d'expérience de travail au niveau des communautés ainsi que coordonnateur de, de la mise en œuvre des projets et a travaillé beaucoup sur les plans pour l'élimination de stigmatisation. Et puis Edwin Bernard, HIV Justice Network, il a travaillé du réseau de justice VIH à une organisation qui lutte contre la pénalisation du VIH et réunir des partenaires pour résister coordinateur de HIV Justice Network au niveau mondial. Je suis sûr que ces collègues sont bien connus par les participants et je suis sûr que vous serez très content d'entendre ce qu'ils vont présenter. Je vais présenter le programme, comme ça vous allez savoir euh, l'ordre du jour. Il y aura une présentation de Maureen Murenga et après, il y aura une vidéo de Zimbabwe. Et je peux vous dire que c'est une vidéo des personnes vivant du VIH. On va voir le réseau de personnes vivant avec le VIH pour réduire la stigmatisation et les expériences des personnes vivant euh, avec le sida. Après, il y aura une discussion de panel. Il y aura 3 panélistes. Et on espère qu'on aura assez de temps, étant donné que c'est une heure seulement. Mais on aura beaucoup de temps pour questions, une
Donc, la boîte de questions et les réponses, c'est là où vous allez La traduction est disponible en anglais, français, portugais. Vous pouvez voir un bouton, le bouton d'interprétation. Cliquez l'icône et sélectionnez votre canal préféré. Je dois vous indiquer qu'il y a un panéliste qui va parler en français. Donc, s'il vous plaît, essayez de trouver votre langue préférée. Et juste pour vous dire que l'enregistrement sera disponible. Donc maintenant, on passe à la diapo suivante. Et ça, on passe directement à la présentation de notre collègue Maureen. Donc, Maureen, je vous donne la parole maintenant. Bon, merci beaucoup. Je vais demander qu'on me donne le droit de partager les diapos. Merci. Donc, notre plaidoyer axé sur les données s'appelle privé de choix, robbed of choice. La situation où les femmes vivant avec le VIH ont été stérilisées parce que ils avaient le sida. Donc, en janvier 2012, une télé kenyane a reporté que le projet Prevention, une organisation basée aux États-Unis, payait des femmes pour qu'elles fassent implanter des dispositifs contraceptifs et on les payait 40 $ à cause du taux de pauvreté. On demandait aux femmes de mobiliser 10 femmes. Donc, vous venez avec 10 amis vivant avec le sida pour les dispositifs contraceptifs. Et quand on a eu cette conversation au niveau du groupe de soutien, les femmes nous ont dit que c'est quelque chose qui se passait dans nos hôpitaux. Donc, on a commencé à avoir ces conversations au niveau du groupe de soutien psychosocial et ceci a abouti à un événement qui a été organisé par ICWEA où on a parlé de la santé reproductive et santé. On a soulevé la question de stérilisation des femmes vivant avec le sida. Elles nous ont dit que vous le dites parce que cela se passe en Afrique du Sud. On a dit non, c'est quelque chose qui se passe au Kenya aussi. Donc, on ne donne pas on ne fait pas confiance à la communauté, sauf s'ils donnent les preuves. Donc, on est obligé de présenter des preuves que cela se passait en réalité. On a organisé une étude pour collecter les preuves entre octobre et novembre 2011 à Nairobi, dans le comté de Kakamega. Ceci a été fait par l'African Gender and Media Initiative en partenariat avec les femmes luttant contre le sida au Kenya, Lean on Me Foundation, une organisation qui s'appelle Grassroots Women Empowerment Program, diapo suivante. Donc, l'étude a eu beaucoup de succès. Ceci a été soutenu par Open Society Eastern Africa et l'initiative Gendre qui faisait la documentation. Et l'objectif était de documenter les expériences des femmes vivant avec le sida qui avaient signalé qu'elles avaient été victimes de stérilisation forcée. Donc, on se basait sur la sécurité pour les participants et on les a connectés avec les groupes de soutien. Il y avait les trois organisations, Lean on Me, WOFAC et l'initiative Grassroots. Donc, on a assuré on a, ils faisaient partie du groupe de soutien, ils ont reçu l'aide psychosociale pendant le processus de partage d'histoire. On a suivi aussi les lignes directrices de l'OMS au moment où on a fait cette recherche. Donc, on a reçu les permis pour faire la recherche et les approbations, les permis des organisations concernées, les participants qui ont fait partie du membre de soutien. Et avant le recrutement, nous avons organisé des forums d'éducation communautaire sur la stérilisation forcée avec tous les participants potentiels. Nous avons identifié le groupe de soutien pour aider à distinguer les participants. Et les critères de sélection comprenaient une femme vivant avec le VIH, âgée de 18 ans et plus au moment de l'entretien et au moment de stérilisation, parce que on a reçu aussi des mineurs
qui étaient stérilisés. On ne savait pas comment gérer la question d'âge légal, donc on ne pouvait pas leur permettre de partager leur expérience. On devrait aussi avoir été victime de stérilisation forcée et le désir de participer à la recherche. Donc, on a eu 7 jours de réfléchir après avoir expliqué ce qu'on faisait. On leur a donné 7 jours pour réfléchir et les périodes d'attente aussi étaient pour leur permettre de réfléchir et qu'il n'y ait pas de pression pour participer. Donc, il y a des participants qui ont quitté, ils ont réfléchi, elles ont réfléchi, elles n'étaient pas prêtes à continuer. Donc, on a testé le questionnaire et on a eu 40 participantes qui ont partagé leurs histoires. Et ces histoires sont disponibles, documentées dans un livre qui s'appelle Privé de choix, qu'on peut trouver en ligne, ou Robbed of Choice. Nous avons aussi une audio et une vidéo qui s'appelle Robbed of Choice. C'est une vidéo de 10 minutes. Donc, les questionnaires d'interview avaient 5 sections: démographique, expérience de stérilisation, divulgation du statut de stérilisation et impact de cette expérience. On a pris aussi en compte on ne voulait pas mettre pression sur les femmes qui n'avaient pas divulgué leur statut de stérilisation parce qu'on s'est rendu compte qu'au moment où ils racontaient l'histoire, c'était vraiment une grosse violation que les femmes avaient même peur de partager. Elles n'avaient même pas partagé cela malgré le fait qu'elles avaient partagé leur statut VIH. Certains commentaires des femmes, elles ont tous tout le rapport se trouve en ligne, mais je vais citer quelques commentaires. Elles ont dit, elles ont expliqué le processus. Donc, une femme a dit, c'est parce qu'ils ont dit que si je n'acceptais pas de subir une ligature des trompes, ils ne me donneraient pas le lait pour le bébé. J'ai accepté de subir une ligature des trompes car je n'avais pas le moyen d'acheter du lait pour l'enfant. C'est le moment où on donnait, euh, on ne permettait pas, on nous donnait du lait pour le bébé avant de vous donner ce lait. On on donnait pas à manger pour les enfants. Il y a certainement qu'on disait qu'on ne pouvait pas avoir des enfants, n'était pas que seulement séropositive. Il y a le médecin me dit qu'après avoir eu une conversation avec mon mari, euh, on allait faire la ligature des trompes. Il y a un qui m'a dit que j'allais mourir. Donc, on l'a amené dans, dans une salle où il y avait les enfants qui étaient tellement malades euh, pour qu'elle décide. Et il y a une dame aussi qui a dit qu'elle s'est trouvée à l'hôpital. Ils m'ont aidé à accoucher de l'enfant décédé à la naissance. Et pendant l'accouchement, ils m'ont opéré et ont également ligaturé mes trompes. Et finalement, il y a beaucoup de commentaires, mais je fais qu'une sélection. J'étais dans la salle d'accouchement quand ils ont insisté pour une ligature de trompe. J'ai signé des documents pour qu'on puisse s'occuper de moi ou me soulager de la douleur. Et donc, il faisait quelque chose qui n'était pas éthique parce qu'on le faisait au moment de l'accouchement. Voilà ce qui s'est passé après le processus de stérilisation. Une femme m'a dit, si j'avais connu les conséquences, j'aurais refusé car maintenant mon mari est occupé à chercher un enfant auprès d'autres femmes. Il y a on a dit qu'elle était un gros fardeau parce qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant. Il y a un qui, depuis quelques années, trois, euh, j'ai eu trois petites amies, mais je ne peux pas continuer parce que je ne pouvais pas avoir, je, je peux pas avoir, il y en a qui se sont rendus compte au moment où ils essayaient d'avoir un bébé et quand on a fait des tests, on leur a dit que vous avez eu une ligature de trompe. Donc, c'est à ce moment-là qu'elles se sont rendues compte que cela s'est passé au moment où elles avaient le bébé. Il y a une dame qui a dit que c'était vraiment douloureux parce que elle avait vu d'autres femmes séropositives qui ont eu des enfants en bonne santé alors qu'elle n'a pas pu le faire.
Diapo suivante. Donc, on a eu des litiges en 2012. Non, ce n'était pas en 2012. En 2012, on a commencé le processus et c'était le rapport de 2012 par l'initiative Gender and Media intitulé Robe of Choice qui a constitué la base d'un procès. Le rapport a été présenté. On a essayé d'avoir des conversations avec les prestataires de services sanitaires. On s'est rendu compte que le Kenya avait des politiques très progressives qui ne permettaient pas cette pratique. Et nous avons décidé d'aller au tribunal. On voulait que le tribunal se prononce que cela s'arrête. Donc, le rapport présentait les témoignages de 40 femmes kenyanes qui avaient été stérilisées. Donc, on a rencontré les 40 femmes pour vérifier leur cas. Et lors de la vérification, vous connaissez les juristes, ils volent des preuves, des éléments de preuves fortes pour présenter au tribunal. Donc, il y avait les femmes qui n'avaient pas de preuves écrites. On voulait avoir les rapports cliniques. Certaines femmes n'avaient pas les cartes qu'elles avaient utilisées dans les hôpitaux où elles sont allées. Et les hôpitaux ne voulaient pas donner ces archives. Donc, on n'a trouvé que pour 5 femmes. Et voilà les 5 femmes qui ont accepté. Il y avait plus de 5 femmes, mais il n'y a que 5 qui ont accepté d'aller au tribunal. On savait que c'était suffisant pour utiliser ces cas pour arrêter cette pratique parmi les femmes vivant avec le sida. Diapo suivante. Donc, la justification, à part les archives des hôpitaux, on a utilisé d'autres instruments qui protègent les femmes vivant avec le sida. Et nous avons la Constitution du Kenya, 2010, article 43, qui indique que toute personne a droit au meilleur état de santé qu'elle soit capable d'atteindre, ce qui inclut le droit au service de soins de santé, y compris les soins de santé reproductive. Et article 29, qui stipule que toute personne a le droit de ne pas être soumise à la torture, que ce soit physique ou psychologique. On a utilisé aussi les directives nationales de planification familiale destinées aux prestataires de services qui insistent sur le consentement éclairé et volontaire avant la stérilisation chirurgicale féminine. Les lignes directrices notent des précautions particulières doivent être prises pour garantir que chaque client qui choisit cette méthode le fait volontairement et soit pleinement informé de la permanence de la méthode et de la disponibilité des méthodes alternatives. Nous nous sommes basés aussi sur le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui contrôle le respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et cela qualifie la stérilisation des femmes sans leur consentement de violation du droit de ne pas être soumis à la torture et d'autres traitements inhumains. Et finalement, CEDAW qui prévoit le droit d'accès à des informations éducatives spécifiques, y compris des informations et des conseils sur la planification familiale. Donc, nous avons ajouté cela au litige pour nous aider à avoir la justice pour ces femmes. Diapo suivante. 9 ans 9 ans après le dépôt de l'affaire, employer un soutien constant en faveur des femmes devant le tribunal, ce n'était pas seulement le réseau des femmes qui s'est présenté au tribunal. On a eu aussi d'autres organisations, même en dehors du Kenya, y compris ICW Global, ICW Eastern Africa. On avait l'ONU-SIDA. Donc, on a eu beaucoup de soutien pendant la litige. Donc, après 9 ans de, de se présenter, le tribunal a pris une décision qui a arrêté. Non, elles étaient 4 finalement. 9 ans, c'était une période très longue. Elles se sont fatiguées. Donc, 4, on continue jusqu'à la conclusion. Donc, on a dit que la stérilisation des femmes était une violation de leurs droits fondamentaux, y compris la dignité, l'absence de discrimination, la discrimination, le droit au meilleur état de santé possible et le droit de fonder une famille. Donc, le juge a accordé au premier recourant de dommages-intérêts
Il y avait le Marura, Nursing Home, le gouvernement du county, MSF France et Marie Stopes International. Donc, le juge a dit que les femmes avaient le droit de prendre des décisions éclairées. Donc, on a mandaté tous les établissements médicaux d'avoir le consentement éclairé des patients qui cherchent un traitement médical dans leurs locaux. Le cours a rejeté, on avait porté plainte au ministre de la Santé Kenya parce qu'ils avaient dit que le cas avait mis en place un cadre juridique pour garantir des procédures solides pour obtenir le consentement éclairé. Diapo suivante. Alors, quelles sont les leçons apprises? Donc, ça, c'était une photo qui montre une journée où les femmes vivant avec le sida soutenaient les femmes qui allaient au tribunal. Euh, on essayait de les faire comprendre la procédure. Donc, les femmes vivant avec le VIH et leurs alliés accompagnaient les personnes impliquées dans l'affaire à chaque visite. Ce soutien est très important parce que des fois, on a peur devant le tribunal et ce soutien était très utile. Il y a eu la couverture médiatique et nous avons aussi soutenu les médias sur des reportages respectueux parce que les médias peuvent stigmatiser les gens, donc on les a soutenus en termes du langage, comment préparer des bons rapports. Le plaidoyer a continué, on a eu des messages cohérentes et un soutien continu. On avait des données provenant des dossiers médicaux et ceci a été très utile parce que dans les domaines, les zones où on n'avait pas de données, on ne pouvait pas porter plainte. Mais il y a eu aussi un impact négatif parce que les femmes vivant avec le VIH qui sont allées à l'hôpital pour la ligature de trompe n'ont pas reçu euh, n'ont pas reçu ce service. Les médecins ne voulaient pas le faire. On leur donnait que les préservatifs. Donc ça, c'était l'impact négatif parce que même les femmes qui voulaient euh, faire cela, si on était une personne avec le sida, on ne pouvait pas leur donner ce service. Diapo suivante. Donc, j'aimerais maintenant reconnaître les trois femmes qui nous ont aidés dans cette étude, qui collectaient les preuves. Nous avons aussi un jockey Otieno et je indique l'organisation avec laquelle elle travaillait. Elle travaille avec Femmes combattre le sida. Finalement, elle travaille avec ICW. Et je travaillais aussi chez Lean on Me Foundation à cette époque-là. Et puis nous avons le faux Inviolata Mbwabi qui travaillait chez Grassroots Empowerment Trust. Mais au moment où la décision a été prise, elle travaille avec ICWC. Elle a feu maintenant. Elle travaille avec ICW Kenya, mais elle a continué avec le processus. On a, on a veillé à ce que cette stérilisation forcée soit l'affaire de tout le monde. On en a parlé à chaque, disons, à chaque forum. Et finalement, on a déplacé le débat sur la stérilisation non consensuelle. Ceci a passé dans le domaine public. Nous voulons aussi remercier Open Society Foundation qui a soutenu le projet. Et après, on avait aussi Namibia Women Health Network Campaign pour mettre fin à la stérilisation forcée. Ce que le réseau namibien, c'est qu'ils ont fait une précédence. Ils nous ont inspirés à partager notre propre expérience sur la stérilisation sans consentement. Et puis, on avait eu Dr. Anne Kihara, consultante et conférencier à Nairobi Université. Ce qu'elle nous a dit était très, très important. Elle a reconnu que la stérilisation se passait, cela, on devrait arrêter de faire cela, et ça, c'était une violation des droits de l'homme. Et puisqu'elle était un médecin du gouvernement, c'était vraiment bien. Gender and Media Network nous a aidé beaucoup. Et Kelline, qui a fourni des services juridiques bénévoles et qui est restée pour garantir que les femmes obtiennent la justice en décembre 2023. C'est la fin. Merci beaucoup tout le monde. À vous la parole. Merci beaucoup, Maureen. Si je pouvais dire que
Je suis vraiment reconnaissant du travail que vous avez fait. C'est vraiment une histoire puissante. Et je veux dire aux gens qui nous suivent qu'il y aura une opportunité d'entendre plus de Maureen. Et maintenant, nous pouvons passer directement à la vidéo de Zimbabwe. Si vous pouvez passer la vidéo. Je n'entends pas de son. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Toujours pas de son. Je suis zéro positif. C'était difficile de partager cela. Il a fallu beaucoup de temps pour le dire à ma mère, hein, parce que ma mère avait l'habitude de dire des choses négatives contre les gens vivant avec le VIH. Et on voyait beaucoup de cas quand on allait à l'hôpital. Donc, il fallait faire évoluer les mentalités. Les gens vivant avec le VIH, la liste de stigmatisation a été reconnue comme un outil efficace dans le suivi de la stigmatisation, de la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH au sein de la communauté. Et ça a été utilisé pour l'élaboration des politiques et aussi pour faciliter la prestation de soins de santé pour le VIH. Et les participants à l'étude sur la liste de stigmatisation ont été autonomisés par le processus et bénéficient du réseautage et ont des références donnant accès aux soins de santé dont ils ont besoin. La liste de stigmatisation, cette recherche a été effectuée et c'était très bénéfique dans le sens où ça a déclenché la prise de décision et nous avons décidé de continuer à travailler avec les points focaux dans les écoles pour les former sur la réduction de la stigmatisation et la discrimination. Donc, pendant la formation, nous avons sensibilisé les communautés des écoles sur la stigmatisation et nous avons identifié des cas de stigmatisation, de discrimination et comment traiter avec les personnes qui étaient auteurs de ces cas de discrimination liés au VIH et au sida. Après avoir suivi la formation, ils ont été dotés d'une bonne connaissance sur la réduction de la discrimination et de la stigmatisation. Et ainsi, ils étaient autonomisés pour pouvoir sensibiliser les autres afin de mener une bonne vie ensemble. Je tiens à remercier Dieu
à cause de ce programme, même dans les églises, nous avons le temps de partager entre nous au moins 1 ou 2 minutes pour enseigner aux gens qui se trouvent dans l'église sur cette question du VIH et du sida et la question de la discrimination et de la stigmatisation. Les enfants savent maintenant qu'ils n'ont pas à faire face à la stigmatisation parce que je leur ai appris ce qu'il faut faire face à de tels cas. Formidable. Et cette vidéo va être rediffusée si vous voulez le, la révisualiser. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est qu'on va procéder à notre discussion du panel et je vais demander à Adama, à Edwin et Maureen si vous pouvez activer vos caméras pour qu'on puisse vous voir. Il y aura des questions pour chacun d'entre vous et je vois déjà qu'il y a des questions postées dans la boîte questions et réponses. Alors, on va écourter cette session pour pouvoir aussi intégrer la dernière session consacrée aux questions et réponses. Donc là, on va commencer maintenant. C'est avec Adama du Burkina Faso, je crois. Laissez-moi voir si Adama a déjà allumé sa vidéo. Merci, Adama. Alors, Adama, la première question que j'ai, ça porte sur votre travail au Burkina Faso. Et la question est la suivante. Je comprends que vous avez été impliqué dans l'élaboration du plan stratégique national contre la stigmatisation liée au VIH au Burkina Faso. Ça, c'est un travail très important pour nous tous qui sert de leçon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez utilisé les données pour renforcer votre plaidoyer pour l'élaboration de ce plan national stratégique contre la stigmatisation et la discrimination? Et je vous rappelle, chers participants, que Madame Adama va intervenir en français. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis Adama Vidrogo. C'est Monsieur Adama. J'ai entendu Madame Adama. Comme ça porte, le nom porte à confusion souvent. Et merci déjà pour la question. Il faut dire que au cours de l'année 2020, nous avons eu à réaliser euh, l'indice de stigmatisation 2.0 au Burkina Faso. Et les données assez poignantes nous ont quand même permis d'avoir de faire d'abord du plaidoyer pour avoir un plan d'élimination de la stigmatisation. Voilà. C'était assez important puisque, d'autant plus que au niveau national, la stigmatisation et la discrimination persistent beaucoup. Et selon l'indice de stigmatisation 2.0 réalisé, on était à plus de 13% de stigmatisation enregistrée auprès des personnes vivant avec le VIH-Sida et des populations clés également. Et donc, avec l'objectif, euh, les 3-10 de l'ONICIDA, nous avons essayé de faire le plaidoyer. Les 3-10 de l'ONICIDA, c'est-à-dire moins de 10% de stigmatisation, discrimination des personnes vivant avec le VIH, moins de 10% encore de violences basées sur le genre, et aussi que les pays aient voilà, des lois répressives, moins de 10% de lois répressives au niveau des pays. Donc, avec tous ces éléments, nous avons croisé le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, qui nous a d'abord accompagnés même dans l'étude. Nous avons pu montrer les résultats et avoir leur accompagnement, prendre comme allié pour le plaidoyer. Nous avons encore croisé l'ONU-SIDA avec ces données et nous avons eu alors un bon groupe d'alliés avec les autres acteurs de la société civile, bien sûr. Et nous avons fait un plaidoyer auprès du Fonds mondial pour pouvoir mobiliser des ressources
afin d'élaborer un plan d'élimination de la stigmatisation, discrimination au Burkina. Et je peux vous dire que c'est une première avoir ce type de plan d'élimination de la stigmatisation au Burkina Faso. Donc, ça n'a pas été facile, mais nous avons au moins pu mobiliser les ressources et nous avons pu élaborer ce plan. Et ce plan nous a également servi lorsque nous étions dans la phase d'écriture de la subvention du Fonds mondial GC7, parce que c'était déjà un document reconnu, validé, et c'est ce document qui a permis de l'élaborer, en tout cas, de prendre en compte les activités qui étaient en lien avec la stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida, qui a permis aussi d'arrêter les activités sur les questions de droits humains, genre, et sur les questions de violence basées sur le genre. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Donc, c'était bienvenu et ça nous a permis vraiment d'avoir des actions que nous avons inscrites dans la demande de financement GC7 pour le Fonds mondial au Burkina Faso. Merci. Merci beaucoup. C'est très inspirant d'entendre parler non seulement du plan national stratégique contre la discrimination, mais aussi l'intégration d'autres aspects liés à la violence basée sur le genre. Donc, j'ai une autre question, j'ai une question qui vous a été posée sur les lois qui criminalisent les personnes vivant avec le VIH au Burkina Faso. Est-ce qu'il est exact que ces lois qui criminalisent les personnes vivant avec le VIH, qu'elles ont été modifiées? Est-ce qu'il y a eu des preuves qui ont été utilisées pour contribuer à la modification de ces lois? OK, je vous remercie pour la deuxième question. Il faut dire déjà que la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida au Burkina Faso a été validée en 2008. Donc, on l'appelle la loi 030 en 2008. Et son décret d'application a été mis sur le terrain en 2010. Donc, à la suite de tout ça, nous avons vu qu'il y avait des articles quand même qui criminalisaient. Et donc, nous avons demandé une relecture de la loi. Et la relecture de la loi date de bien longtemps. Et donc, à la suite aussi de l'étude Stigma Index, nous avons encore, si vous me permettez l'expression, réchauffé le dossier. Et donc, on avait quelque chose de poignant sur la main avec des argumentaires. Et nous avons vu le SPCNLS autour des années 2020-2021 pour révéler le dossier de relecture de la loi. Donc, il y a eu le DNP+, qui nous a encore accompagnés avec des ressources pour le plaidoyer. Et nous avons revu l'argumentaire avec les acteurs de la société civile et avec le SPCNLS, dont nous nous sommes retrouvés, on a revu l'argumentaire et nous l'avons partagé au SPCNLS. Il faut dire que chez nous, lorsque, il y a un projet de loi, il faut revoir tout ce que vous voulez revoir et donner à votre structure, mais qui va se charger de faire véhiculer le dossier jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est comme ça se passe. Donc, l'argumentaire a été partagé au SPCNLS qu'il a envoyé au ministère de la Santé. Et donc, nous avons suivi le dossier. Et juste il y a quelques mois, nous avons encore été interpellés par le SPCNLS et le ministère de la Santé sur ce même dossier. Et nous nous sommes retrouvés en atelier à 100 km de Ouaga pour revoir avec le nouveau conseiller du ministre, puisque le ministre a un conseiller volet juridique. Donc, nous nous sommes retrouvés à 100 km de Ouaga pour revoir tous ces articles que nous avons trouvés criminalisants et aussi en parcourant également les lois des différents pays de la sous-région, tels qu'en regardant sur les lois de la Côte d'Ivoire, regardant sur la RDC, etc., 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 du Bénin, qu'est-ce qui a été mis dedans afin que lorsque le dossier va arriver au niveau du COTEVA, c'est le comité technique de validation des lois, qu'on ne nous ramène pas encore en arrière. Donc, on l'a fait et à Ouagadougou, on a encore revu les choses
Et on a échangé avec nos partenaires techniques, surtout tels que l'ONUSIDA, sur des éléments qui étaient difficiles, ou bien encore comment avoir les idées et s'orienter sur ces mêmes articles avec les différents pays pour ne pas qu'il y ait des écarts. Et aujourd'hui, le dossier complet a été transmis auprès du ministère. Et je pense que cette fois-ci, c'est sur de bonnes voies. Pourquoi je l'ai dit? Déjà, le ministère a dépêché son conseiller technique pour nous accompagner. Et après le travail à Koudougou, nous sommes revenus à Ouaga. Nous avons encore travaillé à peaufiner le document et le réintégrer au niveau du ministère de la Santé. Et donc, qu'il a envoyé au niveau du comité technique de validation. Et nous attendons vraiment cette phase finale là, de la loi. Sinon, ce que nous avons commencé depuis plus de 6, 7 ans, on pense que c'est maintenant que nous sommes sur la bonne voie parce qu'on a eu vraiment l'accompagnement et on a compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous, bon, en tant qu'acteurs de la société civile, on a notre vision de ce qu'il faut faire, voilà, mais avec des techniciens même de la justice qui nous ont accompagnés, voilà, on a compris beaucoup de choses. Eux aussi, ils ont compris, voilà, qu'est-ce que le VIH, et voilà comment, pour le dépistage, etc., etc. Parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile et en tant que juristes, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Donc, ce travail-là nous a permis de tout aplanir et avec aussi les lois des différents pays que nous avons parcourus, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Merci. Félicitations et merci beaucoup de cette contribution. Et comme on a vu suite à la présentation de Maureen, l'importance d'être résilient et de faire le travail avec euh, beaucoup d'affirmité. J'espère que vous allez gagner votre lutte au Burkina Faso parce que cela est très important. Et je voudrais maintenant donner la parole à Edwin du réseau de justice pour le VIH. Donc, je voudrais vous demander, poser une question sur la déclaration du consensus des experts sur la criminalisation du VIH. Je me rappelle que ça a été un long processus. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette initiative était très importante et comment les données ont été utilisées pour l'élaboration de cette déclaration de consensus? Merci, comme Madame l'a dit, et Maureen aussi. Les réformes de loi pourraient prendre beaucoup de temps et l'une des choses que nous faisons au niveau de notre réseau de justice, nous avons une base de données au niveau mondial où nous faisons le suivi des lois et des poursuites liées au VIH et on le fait depuis longtemps et il était très clair pour nous qu'il fallait faire quelque chose afin que la plupart des poursuites dont nous étions au courant sur la transmission du VIH, donc la plupart de ces poursuites n'étaient pas justes. Donc les tribunaux ne comprenaient pas la science. Et bien sûr, au fil des années, la science a beaucoup évolué, surtout sur la compréhension, le risque de la transmission, l'impact du traitement, sur ce risque de traitement, et aussi l'impact que cela a sur l'espérance de vie. Il y a une évolution et une meilleure compréhension des limitations des sciences pour prouver qui a infecté qui. Et toutes ces choses se sont éclairées et que le système juridique, les juges, les procureurs et les tribunaux et les médias n'avaient pas une bonne compréhension de l'évolution incroyable de la science. Donc, il a fallu faire quelque chose pour que les acteurs juridiques comprennent bien la science. Alors, nous avons lancé cette conversation en 2014 avec l'ONU-SIDA pour dire qu'il était important qu'il y ait un document sur lequel le tribunal pourrait compter et même les témoins au tribunal pour traiter les questions liées à la science
portant sur le risque de transmission. Donc, nous avons travaillé avec l'ONU-SIDA et aussi l'Association internationale des prestataires de soins pour le VIH, pour le SIDA. Et ce qu'on a décidé, une chose clé qu'il fallait faire, était de trouver des experts mondiaux sur la science liée au VIH. Et je pense que ce groupe de 20 experts, il y avait même des scientifiques qui avaient remporté le prix Nobel. Donc, il y a 5 ou 6 présidents ou actuels de l'IAS qui sont venus de beaucoup de régions du monde. Donc, ils ont passé beaucoup d'années dans ce processus et on les a sensibilisés sur ce qui se passait au tribunal en ce qui concerne le VIH pour qu'ils comprennent comment rédiger cette déclaration de consensus, pas dans une perspective de la santé publique, mais la possibilité individuelle des actes d'activités sexuelles, des morsures et même des crachats. Il y a des gens qui avaient été envoyés en prison alors qu'il n'y avait pas d'effet néfaste. Et donc, ce processus a utilisé toutes les preuves scientifiques disponibles afin que les informations dans la déclaration de consensus par les experts, que cela puisse être applicable dans le système de justice pénale. Donc, ce n'était pas un processus difficile, mais c'était long pour parvenir à un consensus et pour amener les tribunaux à bien comprendre les choses. Donc, ça a été lancé en 2018. Merci beaucoup. Je crois que c'est un bon modèle pour le plaidoyer qui pourrait être utilisé dans d'autres domaines où les personnes vivant avec le VIH et d'autres groupes marginalisés font face à la criminalisation. Et puisque le temps presse, ça fait 6 ans, maintenant presque 6 ans, depuis le lancement de la déclaration de consensus par les experts. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Comment cela a contribué à l'amélioration des lois et des politiques? Il y a beaucoup d'exemples. Nous avons publié l'an dernier un rapport quinquennal sur l'impact de la déclaration de consensus par les experts et c'est disponible sur notre site web. Je vais partager le lien. Donc, c'est remarquable dans plusieurs formes et ça a été utilisé dans beaucoup d'affaires au tribunal et dans les campagnes de plaidoyer. Je vais mettre en exergue le cas de Lesotho, Lundukel Baka, qui était l'un des auteurs. Et à l'époque, elle était présidente de l'IAS. Donc, elle était témoin dans une affaire au tribunal à Lesotho. Donc, il y avait une personne vivant avec VIH qui avait été accusée du viol. Donc, on a fait le dépistage et on a déclaré qu'il était séropositif et on lui a infligé une peine de mort tout simplement parce qu'il vivait avec le VIH. Donc, le fait qu'il était séropositif, on a dit que le risque était si important qu'il fallait qu'il subisse la peine de mort. Il y a eu un appel, bien sûr, par la suite, et Linda a fourni un témoignage important sur les effets néfastes du VIH. Et vu le contexte du traitement, le VIH n'est pas une condamnation à la mort pour les personnes vivant avec le VIH. Et donc, ce n'était pas juste d'appliquer la peine de mort et ils ont réussi dans cette affaire. Donc, il y a beaucoup d'autres affaires similaires ailleurs dans le monde. Merci beaucoup pour cette intervention. Je sais que ce n'est pas facile quand il y a eu beaucoup d'activités de plaidoyer et des cas de réussite. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de redonner la parole à Maureen très rapidement et je vais commencer à poser des questions qui sont dans le chat. Alors, la première question, c'est de la part des Robiston. Donc, bonjour. Ce qu'il se demande, c'est si vous avez pu évaluer l'impact de la couverture médiatique parce que nous avons vu la couverture médiatique
qui a été faite sur la stigmatisation du langage qui pourrait vraiment encourager et faciliter nos efforts. Donc, j'aimerais apprendre des meilleures pratiques de l'engagement public à travers les médias. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Oui, c'est une très bonne question et je crois que j'ai la réponse. Alors, pour nous, quand l'affaire a été déclarée, ça n'a pas beaucoup avancé parce que les gens se demandaient pourquoi les femmes vivant avec le VIH voulaient avoir des bébés alors qu'il y avait le risque de transmission du VIH. Donc, ce qui a fait que les femmes vivant avec le VIH et nous qui avons été impliqués dans l'affaire, on était mal perçus. Mais avec le temps, nous avons organisé des formations pour les médias pour qu'ils comprennent notre point de vue et pourquoi cela est important. Et même le temps de leur travail médiatique et le langage utilisé après, on a eu un feedback positif, mais pas à 100%. Des fois, les choses n'avancent pas très bien, mais au fil d'affaires, on avait des cas où les gens envoyaient sur Twitter des messages très impolis. Alors, puisque c'était d'accès libre, tout le monde pouvait y accéder pour dire ce qu'il voulait dire, hein. Alors, après la formation et après s'être fait des amis pour parler du ton et du langage, on a eu des alliés qui étaient, qui avaient beaucoup d'influence. Alors, si ils écrivaient sur les réseaux, ça aurait un impact positif. Ça nous a aidé beaucoup. Donc, on n'a pas tout présenté au tribunal, mais ça nous a vraiment aidé à réduire le niveau de stigmatisation à l'égard des femmes vivant avec le VIH. Alors, on ne sait jamais à 100%, mais il y a toujours des efforts importants pour contribuer à la réduction. On n'a pas de solution magique pour tous les cas. Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est une bonne intervention, une question brillante qui pourrait nécessiter tout un webinaire sur l'utilisation des webinaires. Alors, je voudrais maintenant poser une question qui s'adresse d'abord à Adama et après, je pense Edwin et Marine aussi, vous allez avoir des contributions et ce sera la dernière question vu l'heure. Et on verra après cette question s'il me restera encore du temps. Donc, d'abord, je m'adresse à Adama. Donc, c'est une question qui porte sur le contexte de l'insécurité. Nous savons que certains des défis auxquels vous faites face, c'est ça au Burkina Faso. Donc, dans ce contexte d'insécurité, comment est-ce que les acteurs communautaires pourraient être efficaces dans la lutte contre la discrimination et la stigmatisation, vu qu'il y a d'autres défis auxquels vous êtes également confrontés? Je sais que ce n'est pas une question facile, mais on aimerait avoir votre réponse et aussi de la part d'Edwin et de Maureen aussi pour répondre à la même question. Donc, à vous la parole, monsieur Adama. Merci beaucoup. Effectivement, dans un contexte d'insécurité, il est vraiment difficile d'être toujours proactif et de réagir parce que les priorités, c'est pas la question de la stigmatisation, discrimination. Mais déjà, n'empêche que nous sommes un réseau d'associations et nous couvrons tout le pays. Donc, nous sommes dans les 13 régions et nous travaillons dans la communauté avec nos coordinations régionales et avec nos associations au niveau terrain. Et ce qui est bien, c'est que dans toutes les régions où nous intervenons, même où il y a des difficultés, mais les populations ou encore les PEVIH sont rattachés à nos associations et au niveau des coordinations régionales. Donc, nous arrivons à réagir à temps quand le besoin se fait sentir. Nous appuyons surtout pour les examens voilà, les examens, les ordonnances pour la prise en charge, pour l'accompagnement quand nous avons des vivres pour eux. Et lorsqu'il y a des besoins en termes de violation des droits, tout ça, c'est relevé par nos acteurs et nous confions euh, ces craintes, ces plaintes à des professionnels des droits. Et nous avons une organisation au niveau du Burkina Faso qu'on appelle Juriste Express qui accompagne surtout les personnes vivant avec le VIH et les populations clés sur les questions de violation des droits et sur les questions de stigmatisation, de discrimination.
Et même quand on était dans la relecture de la loi, nous accompagnaient avec leur vision, leur expérience. Et donc, cela nous permet quand même, partout où nous sommes au Burkina Faso, puisque nous sommes un peu délocalisés un peu partout, et quand nous avons des préoccupations, quand nous avons des besoins pour nos populations, nous réagissons rapidement. Voilà. Et notre couverture du territoire nous permet de réagir à temps également. Donc, cela ne nous empêche vraiment pas de travailler. Et une anecdote, il y a des endroits au Burkina Faso où il fut un moment, il était difficile même d'envoyer les intrants, les ARV. Et nous avons travaillé. Et il y a eu ces difficultés qui nous sont remontées par nos associations dans ces zones-là. Et donc, nous avons travaillé à récupérer les ARV au niveau de la Camargue ici. Et nous avons vu avec l'ONUSIDA, avec le PAM, pour héliporter ces ARV pour nos populations, c'est-à-dire à Djibo, à Pama, tout ça. Donc, nous sommes proactifs sur ça, si c'est ça, peu importe la situation. Et comme nous sommes dans la communauté, comme nous avons des remontées d'informations chaque fois, et nous arrivons à réagir. Cela peut se vérifier avec l'ONUSIDA et comment nous envoyons les ARV dans les zones difficiles et comment nous avons envoyé encore d'autres intrants. Et aujourd'hui, même dans les zones les plus difficiles, nous arrivons quand même à nous déplacer et à faire le dépistage précoce des enfants nés de mères VIH+. Donc, on a vraiment un bon maillage du territoire et on s'en sort. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment impressionnant et on vous souhaite le meilleur dans ce contexte. Merci beaucoup de cette réponse et je vais maintenant donner la parole à Edwin et à Maureen si vous avez quelques réflexions à nous livrer sur cette question de travailler dans un contexte d'insécurité. Donc, je vais intervenir brièvement en mettant en exergue l'importance des réseaux régionaux et mondiaux. Donc, si vous faites face à l'insécurité dans votre pays, c'est là où les réseaux régionaux et mondiaux peuvent intervenir pour vous aider et vous accompagner dans votre travail, dans le plaidoyer, dans les réformes législatives et vous mettre en relation avec les acteurs qui vont vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Donc ça, c'est un facteur important. Ces réseaux mondiaux et régionaux qui nous facilitent le travail. On apprécie cela beaucoup. Et donc, je pense que c'est ça la réflexion principale que j'avais à vous livrer. Merci beaucoup. Ça, c'est critique. Donc, j'essaie de réunir ces éléments clés. Donc, je voudrais maintenant donner la parole à Maureen s'il a des réflexions à nous présenter sur le travail dans un contexte difficile d'insécurité. Dans le contexte d'insécurité, je suis d'accord avec les efforts régionaux, mais aussi il faut des ressources suffisantes pour les communautés qui font face à ces difficultés pour qu'elles puissent avancer parce que des fois, il faut inviter les gens au niveau de la communauté et ça demande des ressources. Merci beaucoup et je pense que tous les gens qui participent à ce webinaire sont inspirés comme je le suis actuellement. Alors, je voudrais dire combien j'ai compris la nécessité d'être ferme dans notre travail et d'être résilient pour faire le plaidoyer à l'égard des personnes vivant avec le VIH et l'importance des réseaux nationaux, régionaux et mondiaux dotés de ressources suffisantes pour bien faire leur travail et les alliés que nous avons, les experts juridiques, les universités qui travaillent avec nous et les acteurs de la société civile. Je m'excuse, je crois qu'on n'a plus le temps, mais pour clôturer, je voudrais dire merci à l'IAS. Donc, c'est un effort conjoint de beaucoup d'entités. Donc, c'est un partenariat. Donc, merci à tous les participants et un grand merci aux 3 panélistes qui sont intervenus aujourd'hui. Et ceci dit,
On est obligé de clôturer notre webinaire. Donc, je vous souhaite une bonne suite de la journée et à la prochaine fois.